Maman m'a traité de déchet, à Noël. Tout ça, parce que j'ai mieux réussi que mon frère adoré, et elle s'attendait à ce que j'en rie, tout simplement. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas crié. J'ai juste fait mes valises, dans un silence total. Papa a dit, tu réagis de façon excessive. Ma mère a dit, au revoir. Je n'ai rien dit. Certaines choses, n'ont pas besoin de mots. Elles nécessitent des actes. Maintenant, il supplie. Alors, ma mère m'a traité de déchet, au dîner de Noël, devant 18 membres de la famille. Pas pour plaisanter, ni sur le ton d'une moquerie affectueuse. Elle m'a regardé droit dans les yeux, et m'a traité de déception familiale, le déchet qui a eu de la chance. Pendant que mon frère, l'enfant roi, était assis là, souriant d'un air suffisant, comme s'il venait de gagner un prix. Elle s'attendait à ce que je rigole, comme je le faisais toujours. Encaisser le coup, sourire malgré tout, et maintenir la paix. Mais quelque chose a craqué en moi, ce soir-là. Et pour la première fois, en 31 ans, je me suis choisi, moi. Laissez-moi revenir un peu en arrière, car cette histoire a besoin de contexte. Je suis Nathan, j'ai 31 ans, et je suis l'aîné, de 2 garçons. Mon petit frère, Brandon, a 28 ans, et depuis le moment de sa naissance, ce gamin est devenu le centre, de tout l'univers de mes parents. Je ne fais pas de drame, ici. Ce n'est pas une absurde rivalité fraternelle, où je serais amer, parce qu'il a eu une plus grosse part de gâteau, à une fête d'anniversaire. Il s'agit de décennies d'un favoritisme systématique, qui ferait pleurer, un réalisateur de documentaires. Grandir dans notre maison de l'Ohio, c'était comme vivre, dans 2 réalités différentes. Il y avait la réalité de Brandon, où on le félicitait d'avoir respiré, on le célébrait pour son existence, et on le dorlotait à travers chaque échec, comme s'il était une œuvre d'art fragile. Et puis, il y avait ma réalité, où rien de ce que je faisais, n'était jamais assez bien. Chaque réussite était minimisée, et j'étais essentiellement traité, comme l'homme à tout faire de la famille, qui existait uniquement, pour que Brandon paraisse meilleur. Quand j'avais 16 ans, je travaillais à temps partiel dans une épicerie, pour économiser de l'argent, pour une voiture d'occasion. Il m'a fallu 18 mois, à remplir des rayons, et à gérer des clients arrogants, pour économiser 3000 €. Mes parents ont contribué, à hauteur de 0. Ils disaient que cela, forgerait mon caractère. Vous savez ce qu'ils ont fait, quand Brandon a eu 16 ans? Ils lui ont acheté une Mustang, toute neuve. En espèces. Sans poser de questions. Quand j'ai souligné cette injustice flagrante, ma mère a littéralement prononcé les mots, qui résonnent encore dans mes oreilles, aujourd'hui. Elle a dit, que Brandon était différent. Que Brandon avait besoin de plus de soutien. Que Brandon, était spécial. Spécial. Ce mot m'a hanté, tout au long de mon enfance. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était normal. Chaque fois que Brandon accomplissait quoi que ce soit, c'était un miracle, qui valait la peine d'être célébré. J'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne de 3,9, tout en travaillant 25 heures, par semaine. Brandon a obtenu son diplôme de justesse, avec un 2,1, après avoir été soutenu par 3 professeurs différents, que mes parents payaient, en privé. Devinez qui a eu la fête de remise des diplômes, avec 50 invités, et un service de traiteur. Un indice, ce n'était pas moi. J'ai financé mes propres études universitaires, grâce à des bourses, et à des programmes de travail-études. J'ai étudié la finance, parce que j'étais doué avec les chiffres, et que je voulais de la stabilité, chose que ma famille, ne m'a jamais donnée. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, en 4 ans, tout en travaillant, presque à temps plein. Brandon a abandonné après 3 semestres, car l'université, n'était pas pour lui. Mes parents ont quand même remboursé, ces 28 000 € de prêts étudiants. Ils ont dit, qu'il avait besoin d'un nouveau départ. Pendant ce temps, j'étais là, à me noyer dans les dettes étudiantes, parce qu'apparemment, j'étais censé tout résoudre, par moi-même. Forger le caractère, et tout le reste. Quand j'ai demandé à mes parents, s'ils pouvaient m'aider avec ne serait-ce qu'une petite partie de mes prêts, de la même manière qu'ils avaient aidé Brandon, ma mère a carrément ri. Elle a dit, que j'étais parfaitement capable, de m'en occuper tout seul. Elle a dit que Brandon avait besoin de plus d'aide, parce que la vie, était plus dure pour lui. Plus dure pour l'enfant, qui n'avait jamais eu d'emploi,
qui n'avait jamais eu de difficultés scolaires sans l'aide de tuteurs payés, et qui n'avait jamais eu à s'inquiéter de savoir s'il pouvait se payer des manuels scolaires. Le 2 poids, 2 mesures était si flagrant, que ce serait drôle, si ce n'était pas ma propre vie. Je me souviens d'un repas de Thanksgiving, lors de ma 3e année d'université, où je suis rentré à la maison, stressé par mes examens finaux, et par les horaires de mon travail à temps partiel. J'ai mentionné que je faisais des heures supplémentaires, pour payer mon loyer, et ma mère m'a regardé, comme si j'avais dit, quelque chose de choquant. Elle m'a dit, que je devrais me concentrer davantage sur la famille, et moins, sur l'argent. C'était cette même femme, qui venait de faire un chèque de 2000 € à Brandon, parce qu'il voulait faire un road trip, avec ses amis. La même femme, qui ne m'a jamais demandé une seule fois, comment je m'en sortais financièrement, ou si j'avais besoin de quelque chose. Après l'université, j'ai déménagé en Arizona pour une opportunité professionnelle, un poste d'analyste débutant, dans une société d'investissement. Rien de glamour. Certainement pas impressionnant, pour ma famille, qui pensait que je gâchais mon potentiel, en ne restant pas près de la maison, comme Brandon le faisait. Pendant des années, j'ai trimé. Je parle de journées de 12 heures, de travail le week-end, à faire mes preuves, en permanence. J'ai gravi les échelons, à la dure, parce que personne ne m'a jamais rien offert. Pendant ce temps, Brandon passait d'un emploi à l'autre. Vente au détail, restauration, et un bref passage comme entraîneur personnel, qui a duré peut-être 4 mois. Mes parents subventionnaient son loyer, chaque mois. Il faisait ses courses. Ils se sont portés garants pour son appartement, quand son dossier de crédit était trop mauvais, pour qu'il puisse obtenir un prêt. Ils lui ont même acheté une nouvelle voiture, quand la Mustang a fini par rendre l'âme, après des années de négligence. Mais c'est ici, que les choses ont commencé à changer. À 29 ans, j'avais gravi les échelons, jusqu'au poste de gestionnaire de portefeuille principal. Je gérais des comptes, valant des millions. Je gagnais plus d'argent, que mes 2 parents réunis. Et soudainement, la dynamique familiale est devenue bizarre. Ma mère faisait ses petites remarques, à chaque fois que je venais en visite. Des choses comme me demander, si j'avais vraiment besoin d'un si bel appartement, ou douter de la stabilité de mon emploi, ou bien suggérer que je travaillais peut-être trop dur, et que je devrais ralentir, comme Brandon, qui avait trouvé la paix et la simplicité. La paix, dans la simplicité. C'est comme ça qu'elle décrivait son fils adulte vivant sur leurs économies de retraite, tout en livrant de la nourriture à temps partiel, et en jouant aux jeux vidéo, 16 heures par jour. Brandon ne disait jamais rien, directement, mais je pouvais sentir le ressentiment, émaner de lui, à chaque fois que je rentrais à la maison. La façon dont il se taisait, quand je parlais du travail. Les roulements d'yeux, quand je mentionnais quoi que ce soit, sur ma vie en Arizona. Ses commentaires, sur le fait que certaines personnes ont juste de la chance, alors que d'autres doivent lutter. Venant du gars à qui l'on a tout servi sur un plateau d'argent, toute sa vie, l'audace était presque impressionnante. J'ai essayé de maintenir la paix, pendant des années. Je l'ai vraiment fait. J'envoyais de l'argent à la maison, quand mes parents se plaignaient des dépenses. J'achetais à Brandon des cadeaux d'anniversaire, qu'il ne remarquait même pas. Je prenais l'avion pour rentrer à chaque grande fête, même si cela signifiait utiliser des jours de congé. Des jours, que j'aurais pu passer, à me détendre vraiment. J'ai fait tout ce qu'un bon fils, et un bon frère, étaient censés faire. Et rien de tout cela ne comptait, car à leurs yeux, je serais toujours celui qui pose problème, celui qui est parti, l'homme froid qui a choisi sa carrière, plutôt que sa famille, celui qu'il fallait remettre à sa place. Ce qui nous amène à ce fameux Noël, le Noël, qui a tout changé. Mon entreprise venait de conclure un accord majeur, que j'avais dirigé. Nous parlons de la plus grosse acquisition, de l'histoire du cabinet. Ma prime, à elle seule, représentait plus que ce que mon père gagnait, en 2 ans. Je n'allais pas m'en vanter, parce que ce n'est pas mon genre. Mais j'étais fier. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir vraiment réussi. Comme si toutes ces années de sacrifice et de travail acharné avaient enfin porté leurs fruits. J'ai pris l'avion pour rentrer fêter Noël, avec un réel espoir, dans le cœur. Stupide, je sais. Mais je pensais que peut-être cette année serait différente. Peut-être qu'ils me verraient, enfin. Peut-être qu'ils reconnaîtraient enfin que leur fils aîné
avait construit quelque chose de vrai. Mes parents avaient invité toute la famille élargie. Tantes, oncles, cousins, grands-parents. 18 personnes entassées dans leur modeste maison, pour le dîner de Noël. La maison était décorée comme un catalogue de fêtes, et ma mère avait cuisiné, pendant 3 jours d'affilée. De l'extérieur, tout semblait parfait. Brandon était là, bien sûr, tenant la cour dans le salon, comme il le faisait toujours. Il avait une nouvelle petite amie nommée Ashley, qui avait l'air plutôt gentille. C'était une hygiéniste dentaire, qui n'avait manifestement aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait, avec ma famille. Brandon racontait une histoire, sur sa nouvelle opportunité d'emploi, qui s'est avérée être un système pyramidal MLM, qu'il venait de rejoindre. Mes parents hochaient la tête en l'écoutant, comme s'il venait d'annoncer qu'il avait guéri le cancer. Quand je suis entré, l'accueil fut tiède, au mieux. Quelques brèves étreintes, quelques questions obligatoires, sur mon vol. Puis, tout le monde s'est remis à se concentrer, sur Brandon et Ashley, et sur cette incroyable opportunité commerciale, qui n'était absolument pas une pyramide de Ponzi. Je me suis retrouvé debout, seul près de la table des amuse-bouches, dans les 10 minutes, suivant mon arrivée. Classique. Le dîner a commencé vers 18 heures. Ma mère s'était surpassée, avec le buffet. Dinde, jambon, tous les accompagnements, de multiples desserts. Nous nous sommes tous serrés, autour de la grande table à manger, qui tenait à peine, dans la pièce. Je me suis retrouvé coincé entre ma tante Carole, et le mari de ma cousine, que j'avais dû rencontrer, peut-être 2 fois. La disposition des places semblait intentionnelle. Brandon était positionné au centre de la table, juste entre mes parents, comme si un trône lui avait été réservé. Ashley était assise à côté de lui, ayant l'air impressionnée par tout cela, probablement parce qu'elle ne savait pas encore à quoi s'en tenir. La conversation s'est déroulée, comme elle le faisait toujours, lors de ces événements, prendre des nouvelles, demander pour les enfants, se plaindre de la météo, de la politique, et du prix de l'essence. Brandon a dominé la majeure partie de la discussion, parlant de sa nouvelle entreprise, comme s'il était déjà millionnaire. Mon père n'arrêtait pas d'hocher la tête avec enthousiasme, ajoutant des commentaires sur la façon dont Brandon avait enfin trouvé sa vocation. Ma mère le regardait avec admiration, comme s'il annonçait un prix Nobel, plutôt qu'un système pyramidal évident. Personne ne m'a demandé grand-chose. Comme d'habitude. J'ai surtout écouté et mangé, ce qui m'allait très bien. J'avais cessé de m'attendre à recevoir de l'attention, lors des réunions de famille, depuis des années. Vous apprenez à vous faire petit, quand vous grandissez en étant traité, comme une arrière-pensée. Puis ma grand-mère, Dieu la bénisse, a décidé de m'intégrer à la conversation. Elle a demandé comment se passait le travail. Une question simple, assez innocente. J'ai donné une réponse modeste, en disant que les choses allaient bien, que nous avions eu une bonne année, et que j'étais reconnaissant pour les opportunités que j'avais. Je ne me vantais pas. Je ne frimais pas. Je répondais simplement à une question directe, de ma grand-mère de 82 ans, qui voulait sincèrement savoir comment allait ma vie. C'est là que ma mère a décidé d'intervenir. Elle a eu ce rire froid, ce rire de façade, et a dit quelque chose qui a rendu toute la table silencieuse. Elle a dit qu'il était amusant de voir comment le déchet de la famille finissait par faire semblant d'avoir réussi. Elle a dit que j'avais dû tromper beaucoup de monde pour arriver là où j'étais, parce que ce n'était certainement pas grâce au talent ou au travail acharné. Elle a dit que Brandon était celui qui avait un vrai potentiel, et que moi, j'avais juste eu de la chance, parce que j'étais prêt à abandonner ma famille pour de l'argent. 18 personnes. 18 personnes ont entendu ma mère me traiter de déchet, me traiter d'imposteur, et rejeter tout ce que j'avais accompli, comme étant le fruit de la chance et de la tromperie. Ma grand-mère avait l'air mortifiée. Quelques-uns de mes cousins ont bougé inconfortablement sur leur chaise. Mon père a fixé son assiette, comme si c'était la chose la plus intéressante au monde. Et Brandon. Brandon a souri de ce petit sourire en coin, qui disait qu'il avait gagné. Qui disait que, peu importe ce que j'accomplirais, je serais toujours inférieur à lui, aux yeux de notre mère. Pendant un instant, j'ai ressenti cette envie familière, d'arrondir les angles, de rire de la situation, de faire une blague d'autodérision, qui désamorcerait la tension, et permettrait à tout le monde de faire comme si de rien n'était. C'est ce que j'avais fait,
toute ma vie. Encaisser le coup. Garder la paix. Protéger le confort de tous les autres, au détriment de ma propre dignité. Mais quelque chose était différent, cette fois-ci. C'était peut-être les années d'irrespect accumulées. C'était peut-être le fait que je venais d'accomplir quelque chose de véritablement important, et que ce n'était toujours pas suffisant. C'était peut-être le fait de voir ce sourire narquois sur le visage de Brandon, une fois de trop. Quoi qu'il en soit, quelque chose en moi est devenu de glace. Pas en colère, pas triste, juste de glace. Comme si un interrupteur avait basculé, et soudainement, je pouvais tout voir clairement, pour la première fois. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé ma fourchette, je me suis levé de table, et je suis monté dans la chambre d'amis, où se trouvait mon sac. Je pouvais entendre les murmures confus, commencer en dessous de moi. Ma mère qui m'appelait, me demandant où j'allais. Sa voix adoptant déjà, ce ton défensif, qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait franchi une limite, mais qu'elle n'était pas prête à l'admettre. J'ai fait mon sac, méthodiquement. Les vêtements, les affaires de toilette, le livre que j'avais apporté pour le vol, les chargeurs. Tout est retourné dans la valise, avec des mouvements calmes et délibérés. Pas de précipitation, pas de geste dramatique, juste un homme, rassemblant ses affaires. Le temps que je redescende avec mon sac, la moitié de la table s'était levée. Mon père m'a intercepté dans le couloir, le visage affichant un mélange d'embarras et de frustration. Il m'a dit que je réagissais de façon excessive. Il a dit que ma mère ne le pensait pas comme ça. Il a dit que je faisais un drame, et que je gâchais le Noël de tout le monde. Je l'ai regardé, pendant un long moment. Cet homme, qui avait regardé sa femme me rabaisser pendant 31 ans, et qui n'était jamais intervenu, une seule fois. Cet homme, qui avait financé les échecs de mon frère, tout en me laissant lutter, tout seul. Cet homme, qui était maintenant en train de me dire, que ma réaction face à une humiliation publique, était ça, le problème. Je n'ai pas discuté. Je n'ai rien expliqué. Je suis juste passé devant lui, en direction de la porte d'entrée. Ma mère attendait là, les bras croisés, son expression étant une combinaison bizarre, d'indignation, et de quelque chose, qui ressemblait peut-être à de la peur. Elle a dit que si je passais cette porte, je faisais un choix. Elle a dit que je montrais à tout le monde, exactement qui j'étais, vraiment. Elle a dit au revoir comme si c'était une menace, comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre, à la perspective de perdre son approbation. Je me suis arrêté à la porte. Je l'ai regardée. J'ai regardé Brandon, debout derrière elle, avec ce sourire narquois permanent. J'ai regardé mon père, qui secouait déjà la tête, comme si j'étais la véritable déception. J'ai regardé les membres de la famille, rassemblés dans le salon, regardant cela se dérouler, comme si c'était de la télé-réalité. Et je n'ai rien dit, parce que certaines choses n'ont pas besoin de mots. Elles nécessitent des actes. J'ai ouvert la porte, je suis sorti, je suis monté dans ma voiture de location, et j'ai conduit jusqu'à l'aéroport. J'ai changé mon vol pour le prochain départ disponible. Et à 23 heures, le soir de Noël, j'étais à 10 000 mètres d'altitude, en route pour retourner en Arizona. Mon téléphone a explosé de notifications pendant tout ce temps. Des SMS de ma mère, allant de la colère à la culpabilisation, en passant par de la fausse inquiétude. Des messages de mon père, me disant d'arrêter d'être enfantin. Un seul texto de Brandon, qui disait juste « Belle crise de nerfs, frérot ». J'ai lu chacun d'entre eux. Ensuite, j'ai éteint mon téléphone, et j'ai commandé un soda au gingembre, à l'hôtesse de l'air. Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Les semaines qui ont suivi Noël ont été intéressantes. Je suis retourné au travail. Je me suis concentré sur mon emploi. Je suis allé à la salle de sport, plus intensément que je ne l'avais fait, depuis des années. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés. J'ai fait toutes les choses que les gens disent, que vous êtes censé faire, quand vous traversez une période difficile. Mais je n'ai pas contacté ma famille, pas une seule fois. Les messages de ma mère ont évolué au cours de ces premières semaines. La colère initiale a laissé place à des tentatives de culpabilisation. Les tentatives de culpabilisation ont laissé place à des commentaires passifs-agressifs sur le fait qu'elle espérait que j'étais heureux de détruire
la famille. Puis, ceux-ci ont laissé place au silence, pendant environ une semaine. Puis le silence a laissé place à de timides rameaux d'olivier, qui n'étaient pas vraiment des rameaux d'olivier du tout. Des messages demandant si j'allais bien, mais portant le sous-entendu que je devais m'excuser d'avoir réagi de manière excessive. Mon père m'a envoyé des textos, exactement 2 fois. Une fois pour me dire que ma mère était vraiment bouleversée, et que je devais l'appeler. Une autre fois pour me dire qu'il espérait que je savais ce que je faisais, en coupant les ponts avec ma famille. Les 2 messages montraient clairement qu'il me considérait comme le problème, et que ma réaction face à l'humiliation publique était d'une certaine manière pire que l'humiliation elle-même. Brandon n'a pas cherché à me contacter du tout, après ce premier texto, ce qui, honnêtement, était logique. Pourquoi le ferait-il? Sa position dans la hiérarchie familiale restait sécurisée. Si quoi que ce soit, mon absence le faisait probablement se sentir encore plus validé. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Non pas parce que j'étais mesquin, ou que je jouais à des jeux, mais parce que je n'avais sincèrement rien à dire. De quoi y avait-il à discuter? Ma mère m'a traité de déchet, devant 18 personnes, et s'attendait à ce que j'en rie. Mon père m'a dit que je réagissais de façon excessive. Mon frère a souri, comme s'il avait gagné une sorte de compétition, à laquelle je ne savais même pas que nous participions. Ce n'étaient pas des personnes qui m'avaient mal compris. C'étaient des personnes qui comprenaient exactement qui j'étais, et qui avaient choisi de me rabaisser quand même. Le silence s'est prolongé en janvier, puis en février. En mars, j'avais passé 3 mois sans parler à aucun membre de ma famille immédiate. C'était la plus longue période de ma vie, et honnêtement, c'était la plus paisible que j'ai connue depuis des années. J'ai passé ces mois à redécouvrir qui j'étais, en dehors de l'ombre de ma famille. Il s'avère que je m'aimais bien, en fait, quand je n'étais pas constamment comparé à Brandon, ou quand on ne me faisait pas me sentir comme un étranger dans ma propre famille. J'ai repris des loisirs que j'avais abandonnés des années auparavant. J'ai recommencé à lire, pour le plaisir. Je me suis mis à la randonnée, parce que l'Arizona a des sentiers incroyables, et j'avais enfin l'énergie mentale d'en profiter. J'ai même commencé à cuisiner davantage, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais eu le temps. Quand chaque once de votre énergie est consacrée au travail et à la gestion du stress familial, trouver la paix est une expérience transformatrice. Je dormais mieux. Je riais plus. J'ai cessé d'avoir cette boule constante au ventre, que j'avais traînée depuis si longtemps, que j'avais oublié ce que ça faisait, de ne plus l'avoir. J'ai réalisé combien de temps, dans ma vie, j'avais passé en mode survie. Toujours à me préparer, pour la prochaine critique, la prochaine comparaison, le prochain rappel que je ne serais jamais à la hauteur, peu importe ce que j'accomplissais. Ma famille élargie a commencé à me contacter, vers février. Ma grand-mère a appelé pour prendre de mes nouvelles, et j'ai effectivement répondu, parce qu'elle n'avait jamais fait partie du problème. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, qu'elle comprenait pourquoi j'étais parti, et qu'elle avait passé un savon à ma mère, après mon départ. Apparemment, la moitié de la famille pensait que ma mère avait franchi une limite. L'autre moitié pensait que je devrais juste passer à autre chose. Les dynamiques familiales, c'est amusant, n'est-ce pas? Ma tante Carole, celle à côté de qui j'étais assis au dîner, m'a envoyé un long email, pour s'excuser de n'avoir rien dit, sur le moment. Elle a dit qu'elle était tellement choquée par ce que ma mère avait dit, qu'elle était restée figée. Elle a dit qu'elle avait toujours vu à quel point on me traitait différemment, et qu'elle regrettait de n'avoir jamais pris la parole. Ça m'a fait quelque chose, d'entendre ça, de savoir qu'au moins certaines personnes l'avaient remarqué. Mais les personnes qui avaient vraiment besoin de me contacter. Ma mère, mon père, Brandon. Un silence radio total, qui voulait vraiment dire quelque chose. Pas le silence de la réflexion, ou du remords. Le silence de ceux qui attendaient que je scie en premier. Qui attendaient que je cède, et que je revienne en rampant, comme je l'avais toujours fait, auparavant. Le travail a continué de bien se passer. En fait, ça s'est mieux passé que bien. Sans l'épuisement émotionnel, lié à la gestion des dysfonctionnements de ma famille, j'avais plus d'énergie pour me concentrer, plus de clarté, plus de motivation. J'ai été promu de nouveau, en avril, au poste de vice-président
de notre division régionale. J'avais 31 ans, je dirigeais une équipe de 40 personnes, et je gérais des portefeuilles, valant des centaines de millions. J'ai acheté une maison, en mai. Rien de fou, mais agréable. 3 chambres, une piscine, dans un bon quartier, avec une vraie communauté. J'ai adopté un chien dans un refuge, un croisé berger allemand de 2 ans, nommé Duc, qui est devenu mon meilleur ami, presque du jour au lendemain. J'ai commencé à sortir, avec quelqu'un que j'avais rencontré, par un ami commun. Elle s'appelait Rebecca, et c'était une architecte, qui n'avait aucune patience pour les drames familiaux, parce qu'elle avait coupé les ponts, avec ses propres parents toxiques, des années auparavant. Nous nous comprenions, d'une manière qui semblait rare. La vie, à défaut d'un meilleur mot, était belle. Vraiment belle. Pas cette fausse beauté que j'avais l'habitude de présenter, à des membres de ma famille, qui s'en fichaient de toute façon. Sincèrement, et authentiquement belle. Et puis, juin est arrivé. J'ai appris, par l'intermédiaire de ma grand-mère, que le MLM de Brandon avait implosé. Choquant, je sais. Il s'est avéré que l'opportunité commerciale était en réalité un stratagème prédateur, qui s'est effondré lorsque les régulateurs fédéraux s'en sont mêlés. Brandon avait non seulement perdu tout l'argent qu'il avait investi, mais il avait aussi convaincu plusieurs amis de la famille de le rejoindre, ce qui a conduit plusieurs personnes à menacer d'intenter des poursuites judiciaires contre lui. Mais ce n'était pas la meilleure partie. Brandon avait apparemment vécu largement au-dessus de ses moyens, pendant des mois, s'attendant à ce que l'argent du MLM finisse par couler à flot. Des cartes de crédit plafonnées, un loyer impayé, des prêts contractés sur pratiquement tout ce qu'il pouvait utiliser comme garantie. Quand tout s'est effondré, il s'est retrouvé avec rien, pire que rien. Il était endetté à hauteur d'environ 60 000 €, sans réelle perspective d'emploi, et avec la réputation dans notre ville natale, d'être le gars qui avait arnaqué les gens, dans un système pyramidal. Mes parents, qui avaient financé son style de vie pendant des années, ont soudainement été confrontés à un choix. Le renflouer à nouveau, et vider ce qui restait de leurs économies de retraite, ou bien, le laisser affronter les conséquences de ses propres décisions, pour la première fois de sa vie. Ils ont essayé de le renflouer. Bien sûr qu'ils l'ont fait, mais le trou était trop profond, cette fois-ci. Ils ont remboursé certains des créanciers, les plus menaçants, ont couvert son loyer pendant quelques mois, puis, ils ont heurté un mur. Mon père a été forcé de sortir de sa retraite, et d'accepter un travail à temps partiel, dans une quincaillerie. Ma mère a commencé à faire de la comptabilité depuis la maison, pour des entreprises locales. À leurs âges, ils trimaient juste, pour maintenir Brandon à flot. Pendant ce temps, Brandon est retourné vivre dans leur maison, parce qu'il ne pouvait pas se permettre de vivre seul. L'enfant roi, de presque 30 ans, était de retour dans sa chambre d'enfance, avec ses parents travaillant, pour soutenir ses échecs. J'ai entendu parler de tout cela, de manière indirecte, par ma grand-mère, par ma tante Carole, par le bouche à oreille familial, qui me tenait curieusement informé, même si je n'avais pas parlé à mes parents, depuis 6 mois. Je ne vais pas prétendre que je n'ai ressenti aucune satisfaction en apprenant la chute de Brandon. Je suis humain. Après 3 décennies, à le regarder échouer tout en étant récompensé, alors que je devais me battre pour chaque centimètre, il y avait une certaine justice poétique, à voir la réalité, le rattraper enfin. Mais je n'ai pas non plus ressenti le besoin de jubiler. Je n'ai pas appelé, pour dire je vous l'avais bien dit. Je ne me suis pas immiscé dans leur crise. J'ai simplement continué à vivre ma vie, à construire ma carrière, à passer du temps avec Rebecca et Duc, et à profiter de la paix, que je m'étais battu si fort, pour trouver. Puis, les messages ont commencé. Ma mère a été la première à me contacter, pas avec des excuses, pas avec une quelconque reconnaissance de ce qu'elle avait dit à Noël, mais avec une demande. Elle voulait savoir si je pouvais les aider financièrement, juste temporairement, juste le temps qu'ils se remettent sur pied. Elle a dit que la famille aide la famille. Elle a dit qu'elle savait que les choses avaient été difficiles entre nous, mais que sûrement, je ne les abandonnerais pas, alors qu'ils avaient le plus besoin de moi. L'audace était presque impressionnante. Cette femme m'avait traité de déchet, 6 mois plus tôt, ne s'était jamais excusée, n'avait jamais reconnu avoir fait quoi que ce soit de mal, et maintenant, elle me demandait de l'argent, parce que les échecs de son enfant roi avaient fini par rattraper tout le monde. Je n'ai pas répondu.
Une semaine plus tard, mon père m'a contacté, avec essentiellement la même demande, enveloppée dans un langage légèrement différent. Il a parlé de la difficulté de la situation, de la façon dont il ne s'attendait pas à se retrouver dans cette posture, et de la façon dont la famille était censée se serrer les coudes, contre vent et marée. Il a mentionné ma réussite, à plusieurs reprises, soulignant à quel point ils étaient fiers de ce que j'avais accompli. C'est marrant, de voir comment cette fierté n'est apparue que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose de ma part. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Ensuite, Brandon m'a contacté. Celui-là m'a vraiment surpris. Son message était plus court que les tentatives de nos parents, moins suppliant et plus prétentieux. Il a dit qu'il savait que nous avions nos différends, mais que j'étais quand même son frère. Il a dit qu'il traversait une mauvaise passe et qu'il aurait bien besoin d'un peu de soutien. Il a dit qu'il me rembourserait une fois qu'il serait remis sur pied. Il a même glissé un commentaire sur le fait que j'avais toujours été le plus intelligent et qu'il essayait juste d'apprendre de ma réussite. J'ai lu ce message 3 fois, cherchant le moindre soupçon de remords sincère, la moindre reconnaissance des années de mauvais traitement, le moindre signe qu'il comprenait pourquoi j'étais parti. Il n'y avait rien, juste un enfant gâté, s'attendant à ce que l'univers subvienne à ses besoins, une fois de plus. Cette fois-ci, par l'intermédiaire du frère qu'il avait passé 30 ans à mépriser. Je n'ai pas répondu à celui-là, non plus. En août, le silence radio de mon côté rendait ma famille folle. Je le sais parce que ma grand-mère me l'a dit, et parce que les messages avaient évolué de simples demandes à des exigences, pour finir en tentative directe de culpabilisation. Ma mère m'a envoyé un message me traitant d'égoïste, disant qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle avait élevé quelqu'un d'aussi sans cœur, disant que j'abandonnais ma famille, dans le besoin, alors qu'ils avaient toujours été là, pour moi. Cette dernière partie m'a presque fait rire aux éclats. Toujours été là pour moi? Dans quelle réalité alternative? Mon père a essayé une approche différente. Il m'a envoyé un long message, sur la façon dont il était déçu, par l'homme que j'étais devenu, comment le succès m'avait changé, comment il se souvenait de l'époque où j'étais un petit garçon, qui se souciait de sa famille, avant tout. Il a dit qu'il espérait que je retrouverais le chemin de ma vraie nature, avant qu'il ne soit trop tard. Les messages de Brandon sont devenus plus agressifs. Il m'a traité de vendu. Il a dit que je me croyais supérieur à tout le monde. Il a dit que j'avais toujours été jaloux de lui, et que c'était ma façon de prendre enfin ma revanche. La projection psychologique était presque trop parfaite. Malgré tout cela, j'ai maintenu mon silence. Pas parce que je jouais à un jeu, pas parce que j'essayais de manipuler qui que ce soit, mais parce que j'étais sincèrement passé à autre chose. Leur chaos n'était pas ma responsabilité. Leurs problèmes financiers n'étaient pas mes affaires. Leurs besoins émotionnels, ce n'était pas à moi de les gérer. Puis, ma mère a débarqué chez moi. Je ne sais pas comment elle a obtenu mon adresse. Probablement par l'un des membres de la famille élargie, à qui j'avais fait confiance, pour respecter mes limites. Je suis rentré du travail un mardi soir, pour la trouver assise sur le porche de ma maison, l'air plus vieille et plus fatiguée que dans mes souvenirs. Duc devenait fou, à l'intérieur, et j'ai pris un moment pour me recomposer, avant de m'approcher. C'était la première fois que je la voyais face à face, depuis Noël. Près de 8 mois de silence, et la voilà, non invitée, sur le pas de ma porte. Elle s'est levée, quand elle m'a vu arriver. Il y avait des larmes dans ses yeux. Elle a commencé à parler, avant même que j'atteigne le porche. Les mots se bousculaient, pour dire à quel point elle était désolée. Comment elle ne pensait pas ce qu'elle avait dit, à Noël. Comment elle était juste stressée, et s'était défoulée sur moi. Comment elle m'avait toujours aimé, même si elle ne l'avait pas montré, correctement. Je l'ai laissé parler. Je suis resté là, sur ma propre allée, les clés à la main, et je l'ai laissé tout déballer. Les excuses, les prétextes, les justifications, les larmes, les supplications. Elle a parlé de la difficulté de la situation, depuis mon départ. Comment mon absence avait créé un vide dans la famille. Comment elle restait éveillée la nuit, à se demander où elle avait échoué. Comment elle n'avait jamais réalisé à quel point ces mots pouvaient blesser, jusqu'à ce qu'elle me voie passer cette porte, à Noël. C'était une performance magistrale. Honnêtement, si je n'avais pas vécu 31 ans de son comportement,
j'y aurais peut-être cru. Mais je connaissais ma mère. Je savais comment elle opérait. Et je savais que les larmes venant d'elle précédaient généralement une demande. Quand elle a enfin fini, je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé pourquoi elle était vraiment là. Les larmes se sont arrêtées presque immédiatement. Son expression a changé, et voilà. La vraie raison. Ils avaient besoin d'argent. La situation de Brandon avait empiré. Il y avait des problèmes juridiques maintenant, de potentiels procès, intentés par des gens qu'il avait recrutés dans le MLM. Ils faisaient face à la ruine financière, et ils avaient besoin de mon aide pour l'éviter. J'ai hoché la tête, lentement. Je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit que j'appréciais qu'elle ait fait tout ce chemin. Puis, je lui ai dit non. Pas avec colère, pas par esprit de vengeance, juste honnêtement. J'ai dit que je n'allais pas renflouer Brandon, ni financer un style de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. J'ai dit que s'ils avaient besoin de conseils financiers, je pouvais recommander des professionnels qui pourraient les aider à restructurer leurs dettes. Mais je n'allais pas signer un chèque pour faire disparaître leurs problèmes. Elle a essayé de discuter, de supplier, de me culpabiliser. Elle a évoqué tout ce qui lui passait par la tête. Comment elle m'avait porté pendant 9 mois. Comment elle s'était sacrifiée pour moi quand j'étais jeune. Comment la famille était censée signifier quelque chose. Je lui ai demandé ce que signifiait la famille quand elle m'avait traité de déchet devant tout le monde. Ce que signifiait la famille quand elle avait passé 30 ans à favoriser Brandon pendant que je devais tout gagner par moi-même. Ce que signifiait la famille quand elle n'avait jamais reconnu une seule fois mes accomplissements, à moins d'avoir besoin de quelque chose de ma part. Elle n'avait pas de réponse, juste plus de larmes, plus d'esquives, plus de tentatives pour me faire sentir coupable d'avoir posé des limites. Je lui ai dit qu'elle était la bienvenue pour séjourner dans un hôtel en ville, si elle avait besoin de se reposer, avant le voyage de retour. J'ai proposé de payer pour une nuit, par courtoisie, mais j'ai été clair sur le fait qu'elle ne resterait pas chez moi, et qu'aucune visite surprise ne changerait ma décision. Elle est partie sans accepter mon offre, pour l'hôtel. J'ai regardé sa voiture de location disparaître au bout de ma rue, et je n'ai rien ressenti. Pas de culpabilité, pas de tristesse, pas de doute, juste la certitude calme, que j'avais fait le bon choix. Les mois qui ont suivi la visite de ma mère ont été intéressants. La fracture familiale est devenue permanente. Ceux qui soutenaient ma décision ont maintenu leur relation avec moi. Ceux qui pensaient que j'étais cruel ont progressivement cessé de m'appeler. Et très franchement, ces deux issues m'allaient très bien. Mes parents ont continué à lutter. Ils ont vendu leur maison et ont emménagé dans un appartement plus petit. Le travail à temps partiel de mon père est devenu un travail à temps plein. L'activité de comptabilité de ma mère s'est développée. Ils faisaient face, pour la première fois de leur vie, à de véritables conséquences financières. Brandon a bourlingué pendant un certain temps, dormant sur les canapés de ses amis, enchaînant de brefs passages dans divers emplois. Ashley l'avait largué, quelque part autour du mois de juillet, quand il est devenu clair que son opportunité commerciale était en fait un désastre financier. Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un entrepôt quelque part, gagnant enfin son propre argent, pour ce qui était peut-être la première fois de sa vie. Est-ce que je me sentais mal, pour eux? D'une manière abstraite, peut-être. Ils restaient biologiquement ma famille. Je ne leur souhaitais pas de souffrir réellement, mais je n'étais pas non plus prêt à sacrifier mon propre bien-être pour les sauver des conséquences de leurs propres actes. Rebecca et moi nous sommes fiancés en novembre. Duke était le porteur des alliances lors de notre fête de fiançailles, ce qui était tout aussi adorable que ça en a l'air. Nous avons acheté une plus grande maison, ensemble. Commencé à parler d'enfants, bâti une vie qui semblait véritablement épanouissante, d'une manière que je n'avais jamais connue, en grandissant. La fête de fiançailles était parfaite. Juste 30 personnes, qui tenaient vraiment à nous. Des amis du travail, la famille de Rebecca qui m'a accueilli comme son propre fils, quelques-uns de mes cousins qui m'avaient recontacté, après Noël. Pas de drame, pas de projet caché, personne n'essayant de rabaisser qui que ce soit. Juste la célébration sincère de deux personnes qui se sont trouvées.
Les parents de Rebecca ont pris l'avion depuis l'Oregon, pour l'occasion. Son père m'a pris à part, à un moment donné, et m'a dit qu'il était heureux, que sa fille ait trouvé quelqu'un, qui comprenait l'importance de poser des limites. Il était au courant de ma situation, parce que Rebecca le leur avait dit, et au lieu de me juger pour avoir coupé les ponts avec ma famille, il me respectait pour cela. C'était la première fois, que je faisais l'expérience, de ce que pouvaient être, des beaux-parents d'un tel soutien. Le contraste avec ma propre famille, était saisissant. Nous avons passé cet hiver, à planifier notre avenir. Pas seulement le mariage, mais tout. Où nous voulions vivre à long terme, combien d'enfants nous pourrions vouloir, quel genre de vie nous voulions construire. Ces conversations semblaient faciles, avec Rebecca, parce qu'aucun de nous deux, ne traînait le fardeau, de devoir plaire à des gens, qui ne seraient jamais satisfaits. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose à nous, quelque chose qui n'était pas alourdi, par des dysfonctionnements générationnels. Ma grand-mère est décédée en février, de l'année suivante, paisiblement dans son sommeil. À 83 ans. J'ai pris l'avion pour retourner dans l'Ohio, pour les funérailles. C'était la première fois, que je revoyais mes parents et Brandon, depuis plus d'1 an. L'enterrement a été gênant, comme on pouvait s'y attendre. Ma mère a essayé de me serrer dans ses bras, comme si de rien n'était. J'ai accepté l'étreinte brièvement, et j'ai reculé. Mon père m'a fait un signe de tête, depuis l'autre bout de la pièce. Brandon a complètement évité, tout contact visuel. Nous étions des étrangers qui partageaient, par hasard, le même ADN, et tout le monde dans ce funérarium, pouvait le ressentir. Après le service, ma mère m'a pris à part. Elle avait l'air vraiment plus vieille, plus fatiguée, plus abattue. Elle a dit, qu'elle avait beaucoup pensé à tout cela. Elle a dit, qu'elle comprenait pourquoi je m'étais éloigné. Elle a dit, qu'elle souhaitait que les choses aient été différentes. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était plus proche de ça, que tout ce que j'avais pu avoir, auparavant. Je lui ai dit, que j'appréciais cela. Je lui ai dit, que j'espérais qu'ils allaient bien. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, ni papa, ni Brandon. Je ne pouvais juste pas faire partie, d'une famille qui ne me respectait pas. Elle a pleuré. De vraies larmes, cette fois. Pas le genre manipulateur, de sa visite en Arizona. Elle a demandé s'il y avait un moyen de recommencer, un moyen de reconstruire, ce qui avait été brisé. J'y ai pensé. Vraiment pensé. Ce n'était pas un jugement, fait à la hâte. C'était un moment que j'avais imaginé 1000 fois, depuis mon départ, cette nuit de Noël. Je lui ai dit, que reconstruire, nécessiterait de la reconnaissance. Une vraie reconnaissance, du favoritisme. Une vraie reconnaissance, des dégâts que cela a causés. Une vraie reconnaissance, du fait que j'avais été traité, comme un être inférieur, toute ma vie. Pas juste des mots, destinés à me faire signer un chèque. Une compréhension réelle, du mal qui avait été fait. Je lui ai dit, que si elle et papa voulaient un jour faire le travail de reconstruire sincèrement notre relation, je serais ouvert à cela. Mais ce travail, devait venir d'eux. Je n'allais pas les guider pas à pas, ni accepter des demi-mesures, ou faire semblant que tout allait bien, au nom de l'harmonie familiale. Elle a hoché la tête. A dit, qu'elle comprenait. A dit, qu'elle en parlerait à mon père. C'était il y a 14 mois. J'ai reçu une lettre de ma mère, le mois dernier. Une vraie lettre, écrite à la main, ce qu'elle avait l'habitude de faire, quand j'étais à l'université, avant que la relation ne se détériore. Elle faisait 6 pages de long. Elle a passé en revue, des souvenirs précis de mon enfance. La fois où ils ont oublié mon 15e anniversaire, parce que Brandon avait un tournoi de football. La fois où ils n'ont pas assisté à ma cérémonie de remise de diplôme universitaire, parce que Brandon était malade d'un rhume. La façon dont ils présentaient toujours Brandon en premier, lors des événements familiaux, dont ils parlaient toujours plus de lui. Dont il me faisait toujours, me sentir invisible. Elle a tout reconnu. Chaque cas précis, que j'avais mentionné lors des funérailles, et une douzaine d'autres, que j'avais oubliés. Mon père a ajouté une page, à la fin. Plus courte, plus pragmatique. Mais il a admis, qu'il m'avait laissé tomber, en ne prenant jamais ma défense, quand il aurait dû. Il n'y avait aucune demande d'argent, nulle part dans cette lettre. Aucune demande pour quoi que ce soit, juste 2 personnes, assumant enfin 30 ans d'erreur.
j'ai appelé ma mère, le lendemain. La première fois, en près de 2 ans. Nous avons parlé pendant, presque 3 heures. Elle a pleuré. Pas moi. Je lui ai dit exactement, ce que j'avais ressenti, pendant ces années. Elle a écouté, sans chercher d'excuses. C'était nouveau. 2 semaines plus tard, ils ont pris l'avion, pour l'Arizona. Je suis allé les chercher, à l'aéroport. Ma mère m'a serré dans ses bras, et ne m'a pas lâché, pendant une bonne minute. Mon père m'a serré la main, puis m'a pris dans ses bras, lui aussi. La première fois qu'il faisait ça, depuis que j'avais, peut-être, 12 ans. Ils sont restés 5 jours. Ils ont rencontré Rebecca, correctement. Sont tombés amoureux de Duke, immédiatement. Mon père a passé toute une après-midi, à lancer une balle de tennis dans le jardin, pendant que Duke courait, jusqu'à l'épuisement. Ma mère a aidé Rebecca, à choisir les couleurs de peinture, pour la chambre de bébé. Des trucs de famille normaux, le genre de choses, que je ne pensais jamais partager, avec eux. Lors de leur dernière nuit, nous nous sommes assis, sur le patio arrière, après le dîner. Mon père s'est raclé la gorge, et a dit, qu'il avait quelque chose à me dire. Il a dit, qu'ils avaient officiellement coupé les vivres, à Brandon. Plus d'argent, plus de sauvetage, plus de paiement pour son loyer, ou ses erreurs. Il a dit qu'ils auraient dû le faire, il y a 20 ans, mais qu'ils avaient trop peur, qu'ils ne puissent pas le supporter. Il a dit que me voir partir, ce Noël-là, leur a fait réaliser qu'ils avaient protégé, le mauvais fils. Ma mère a ajouté, que Brandon ne l'avait pas bien pris. Il les a traités de tous les noms, les a accusés de m'avoir choisi plutôt que lui, et a menacé, de ne plus jamais leur parler. Ils l'ont laissé faire. Ils ont dit que s'ils voulaient revenir dans leur vie, ils devraient le faire, selon ses propres termes, en tant qu'adultes, et sans s'attendre à des aumônes. Aux dernières nouvelles, Brandon travaillait toujours dans cet entrepôt, vivait toujours avec un ami, dans un appartement exigu, toujours amer, et blâmant toujours tout le monde, sauf lui-même. Ashley l'a largué, il y a 8 mois, quand l'argent a manqué. Il a essayé de me contacter une fois, il y a environ 3 mois. Il m'a demandé, si je pouvais lui prêter 5 000 €, pour lancer un nouveau projet d'entreprise. Je n'ai pas répondu. Rebecca et moi, nous sommes mariés en avril. Une petite cérémonie, de 50 personnes. Mes parents étaient là, assis au premier rang. Ma mère a pleuré, tout le long. Mon père s'est approché de moi, à la fin, et m'a dit, qu'il était fier de moi. C'était la première fois, qu'il me disait ces mots, en face. Duke était le porteur des alliances. Un smoking sur mesure. Il a volé la vedette. Rebecca a encore environ 200 photos de lui, sur son téléphone, rien que pour cette journée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, à cliquer sur ce bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne, et nous aide à vous apporter, des histoires plus nombreuses, et de meilleure qualité. Merci.